Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Alors aujourd'hui, on a choisi de t'interviewer, Nono. Tu es ma grande-tante et de beaucoup de discussions qu'on a eues, moi j'ai perçu que ta dimension amicale et ta vie amicale, c'était quelque chose de très important, que tu cultivais beaucoup. Tout à fait. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et du coup, on s'est dit qu'on allait t'interviewer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour te présenter ? Eh bien, mon âge quand même. Il faut C'est pas savoir faux. que je suis âgée, j'ai 80 ans, que je suis célibataire. Ça, c'est important à savoir parce que dans vos podcasts, vous parlez beaucoup de vie de couple. Oui. Et le célibat, ça existe. Oui. Et chez moi, j'ai découvert vers l'âge de 40, 45 ans que c'était choisi, inconsciemment. Le fait que je ne voulais être ni épouse ni mère, mais maintenant je l'ai conscientisé. Donc moi, je suis très heureuse de ma vie et s'il fallait recommencer, je recommencerais, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de mari, pas d'enfant, mais une grande famille et beaucoup d'amis, ce qui fait aussi ce que tu soulignais, que les amis pour moi sont essentiels. Moi, je me posais une question. Je me rends compte que dans la vie quotidienne, c'est pas si simple de se faire des amis continuellement. Et du coup, je me demandais si tu sais quelle est la dernière amie que tu t'es faite et comment. D'accord, oui, je sais très bien quelle est la dernière amie que je me suis faite. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 3 ans. Ouais. Et nous faisions ensemble de l'anti-gymnastique. C'est en fait un genre de yoga, on va dire. Okay. Voilà. Donc cette personne qui a 1 an de plus que moi était là aussi. Et nous avons été amenés, puisque nous avions les séances en même temps, nous avons été amenés, comme on était très exacts, voire en avance toutes les deux, à parler, etc. Et c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Donc Et, en faisant une nouvelle activité. Ah non, je la faisais déjà depuis longtemps. Mais si tu veux, c'était un nouveau groupe, à un nouvel horaire, avec des nouvelles personnes. Mais moi, je faisais ces activités déjà depuis 4-5 ans. Ok. Voilà. Bon, il n'y a pas de secret alors. Non. Il faut qu'on fasse des choses. Voilà, faut ça c'est faire des sûr. choses. Ça c'est sûr. Faire des choses, c'est un énorme endroit où on se fait des amis. Ouais. Beaucoup de mes amis sont occasionnés par effectivement des activités faites en commun. Oui, parce que toi, tu vis au même endroit depuis longtemps. Ben, ça dépend. Ici, je suis ici depuis 25 ans, donc Ouais. effectivement, j'ai créé des amitiés ici. Mais avant, j'ai habité à un autre endroit, exactement à l'opposé de Paris. Puis avant encore, j'ai été en Afrique. Puis avant encore, j'étais chez mes parents. Donc j'ai quand même un peu bougé. Ouais, ok. Mais ici, je suis là depuis longtemps. Et tu t'es toujours fait des amis dans les endroits où tu as Partout. vécu? Mhm. Ok. Bah, c'est déjà très inspirant, mais dans les derniers épisodes qu'on a enregistrés avec Céline, on a de plus en plus parlé des valeurs qui sont importantes pour nous dans l'amitié. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs valeurs qui pour toi est essentielle ou importante en amitié? Et si tu en as une ou plusieurs qui te viennent à l'esprit, est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? La plus importante à mes yeux, c'est vraiment la confiance. Parce que on se livre quand même à des amis. Mais il faut savoir dans l'amitié que soi-même, on est un diamant, avec 1000 facettes. Et que sans aucune hypocrisie, en étant parfaitement honnête et lucide et consciente, on montre des facettes différentes selon les amis que l'on a. C'est pas du tout artificiel, c'est pas du tout hypocrite, mais on est comme ça. Et pratiquement avec personne, sauf peut-être un conjoint avec un amour profond, on ne livre totalement ce que l'on est. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'arrive en ce moment parce que, vivant seule, je vois une psychologue, ne serait-ce que pour parler, pour pouvoir me plaindre, pour pouvoir dire du mal du voisin, pour pouvoir pleurer, parce que je ne veux pas embêter mes proches avec ces problèmes-là. Donc je vois une psy une fois par mois. Maintenant, j'ai mis tous les 2 mois parce que ça coûte cher. Oui. Mais c'est important. Donc la confiance, je vais dire l'amour, parce que c'est une forme d'amour, l'amitié, mais désincarnée entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut se faire des câlins, mais il n'y a pas de sexualité entre amis. Mais c'est un amour. C'est vraiment un amour. Pour moi, c'est une chose vraiment importante. Et comment dirais-je, je ne sais pas comment
appeler cette troisième chose extrêmement importante, c'est de la générosité de part et d'autre sur le plan mental et psychique. Par exemple, quand une amie te dit quelque chose qui te blesse, il faut savoir que c'est toi qui te blesses à travers ce que dit cette personne, car elle n'a pas l'intention de te blesser. Évidemment, une amie n'a jamais l'intention de te blesser, mais elle peut dire des choses selon sa psychologie à elle, sans avoir éventuellement réfléchi ou réalisé qu'elle va blesser l'amie. Donc en face, au lieu de réagir, attaque, on avale, après on réfléchit, et on se dit, tiens, pourquoi elle a dit ça? Alors là, il se passe deux choses l'une, où vraiment ça passe pas, et on va choisir le moment, les mots et tout ce qu'il faut pour le dire, mais calmement, sans rancœur, sans hargne, sans colère, en disant, ben voilà, quand tu as dit ça, ça m'a fait quelque chose. Et je t'explique pourquoi ça m'a fait quelque chose. Donc, essaye la prochaine fois de ne pas le faire. Soit le temps passe et finalement, alors ça c'est l'âge, parce que je pense que c'est pas possible quand on a votre âge, mais quand on a le mien, c'est possible. On se dit, bof, oui, ça m'a fait de la peine. Mais maintenant le temps est passé, j'ai plus de peine. À quoi ça sert de remuer ça? Je vais lui faire de la peine, j'efface. Lui faire de la peine de savoir qu'elle nous a fait de la peine. Exactement. Et là, j'efface. Et je pense à ça parce que j'ai eu une amie que je connais depuis l'âge de 16 ans, qui est une très, 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 très grande amie. J'étais également amie avec sa sœur, une santé de fer. Elle marchait, enfin vraiment, j'aurais acheté sa santé. Or, cette femme est décédée il y a déjà 3 ou 4 ans, en très peu de temps, un genre de leucémie, on va dire. Voilà. Comme elle habitait loin, je lui ai demandé le téléphone d'une de ses filles, qui la voyait souvent, pour pouvoir avoir des nouvelles sans déranger mon amie. Et donc j'ai demandé à cette amie à moi, très profondément, d'avoir ce numéro de téléphone. Et elle m'a répondu, non, je ne veux pas te le donner parce que je ne veux pas qu'on la dérange. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas à quel point je suis quand même attentive, que ce n'est pas pour la déranger, que j'enverrai des SMS en disant « Quand tu peux, donne-moi des nouvelles », mais je ne dérangerai pas. Et ça m'a profondément blessée qu'elle ne me connaisse pas, au point de ne pas me donner un numéro, pensant que j'allais abuser. Bon, j'ai mis mon mouchoir par-dessus, j'ai rien dit, parce que les circonstances de cette sœur qui allait mourir sont quand même tragiques. Donc cette amie est décédée. Et puis je me suis dit, un jour, je prendrai mon amie à moi entre 4 yeux et je lui dirai. Et en fait, j'ai vieilli, elle a vieilli, le temps a passé et j'ai eu cette deuxième réaction en me disant, mais à quoi bon? Je sais très bien qu'elle ne voulait pas me faire de peine. Bon, ben moi j'ai avalé la chose. C'est resté, tu vois, puisque je me souviens. Ne plus souffrir ne veut pas dire oublier. Mhm. Il y a beaucoup de choses qu'on garde en soi, parce qu'on en a soit souffert, soit eu beaucoup, beaucoup de joie, mais ça ne fait plus de mal, mais on se rappelle. Donc, voilà, ça, c'est les 3 vraiment qualités qui pour moi sont essentielles dans l'amitié, la confiance, l'amour, et une certaine forme de vérité, mais pas forcément. Oui, peut-être une sorte de compréhension, en quelque Oui, sorte. oui, une compréhension et un peu bienveillante, en fait, comme Ouais. compréhension. Oui, voilà, la bienveillance. Je crois que c'est très important, la bienveillance. Très, très important. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'être blessé. Quand une amie te donne l'impression qu'elle ne te connaît pas, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé aussi dans un épisode, celui sur les étiquettes qu'on colle parfois à nos amis. Et c'est vrai que moi, c'est une forme d'attente que j'ai parfois envers mes amis, de me dire, c'est mon amie, elle devrait me connaître et là, ce qu'elle plaque sur moi, ça m'attriste. Je trouve que c'est une blessure qui est assez, d'une part, un peu liée à l'ego, parce que parfois on se dit, est-ce que c'est elle qui ne me connaît pas, ou est-ce que c'est moi qui ne me connais pas et elle qui a compris quelque chose? Et je trouve que c'est des situations assez compliquées. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé une seconde que c'est moi qui aurait pu donner à penser. J'ai tout de suite pensé que c'était elle, parce que je me connais quand même pas mal. Je suis assez lucide sur moi-même, même si ça a pris du temps. Oui, puis là, ta situation était assez factuelle aussi. Voilà. Tu sais que tu n'avais pas prévu d'embêter cette personne au téléphone. Exactement. Mais de notre côté, son histoire à mon ami qui perdait sa sœur, avec laquelle elle s'entendait absolument remarquablement, elles étaient comme les 2 doigts de la main, c'était une situation suffisamment tragique et suffisamment douloureuse pour que je n'aie pas fourré mon doigt là-dessus en plus, pour appuyer. Donc voilà. Ça fait quand même quelques années que tu es à la retraite maintenant. Oui, ça fait 20 ans. Nous, de notre côté, une observation qu'on a pu faire, c'est que dans nos vies quotidiennes, on court après le temps.
et que cette course après le temps, qui est aussi le résultat du capitalisme, de la productivité, que tout ça, ça impacte quand même grandement nos amitiés, dans le sens où on a envie de rentabiliser nos interactions. Si j'ai un seul moment de ma semaine où je peux voir mon ami, où je peux voir une amie d'ailleurs, j'ai envie que ce soit un bon moment. Nous, on se demandait, est-ce que la retraite, ça a libéré quelque chose dans cette espèce de course après le temps? C'est à la fois oui et non. Alors c'est oui parce que c'est une des grandes libérations de la retraite. C'est qu'on n'est plus obligé de faire telle chose à telle heure, etc. On fait des choix dans ces obligations, entre guillemets, qu'on se fixe. Oui, ça a beaucoup changé les choses parce que justement, il y a toute une période entre l'âge que vous avez et l'âge de la retraite où on ne peut très peu cultiver ses amis parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il est important de garder le lien en faisant comme on peut, avec les moyens modernes de communication, sachant qu'on ne cultive pas l'amitié à ce moment-là. On n'a pas le temps. Et puis les amis ont des maris, des enfants, sont comme vous. Donc les moments où on peut se voir sont très rares. Donc à ce niveau-là, oui, ça a beaucoup libéré les choses parce que j'ai pu aller en séjour chez des amis, on a pu se retrouver, on a pu cultiver cette amitié, ça a énormément compté. Alors moi j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout dans toute la France, donc ça me permet en plus d'être reçue pour les vacances, ce qui n'est quand même pas désagréable, et ça permet, oui, tout à fait, de se retrouver, de continuer ce bel épisode qu'on a commencé plus jeune, et de le peaufiner, voilà. Sachant que 80% de mes amis sont mariés, donc il y a le mari qui intervient dans l'amitié. Alors la plupart du temps, à de très rares exceptions, le mari n'est pas mon ami. Le mari est le mari de mon ami. Il n'était pas dans la configuration de base. Et voilà, exactement, il n'était pas dans la configuration de base. À part 2 amis dont les maris sont également devenus mes amis, les autres, je les aime bien, voire pas forcément, mais on fait avec. Mais c'est pas grave, parce que d'abord ils ont été choisis par mon ami, ils m'ont pas choisi moi, donc l'essentiel, leur boulot à eux, c'est de rendre mon ami heureux, c'est pas de m'aimer moi, c'est d'aimer leur femme. Qu'ils soient polis ou gentils avec moi, ça me paraît aussi un peu nécessaire. Et donc on se retrouve en dehors du mari dans un séjour plein de fois. C'est vrai que pour nous c'est vraiment important de pouvoir avoir des moments avec nos amis, juste avec nos amis. On a aussi envie d'apprendre à connaître leurs partenaires de vie et leurs enfants. Mais la configuration de base, c'était nous, et notre amitié, elle est née quand il y avait que nous, entre guillemets. Donc même s'il y a des choses qui viennent la nourrir, c'est important de pouvoir la soigner dans son noyau. Tout à fait. Mais là, le lien avec le temps et la retraite est vraiment là aussi, au sens où si je vais voir mon ami un week-end, que j'ai un week-end ou que même j'ai pris un jour libre à mon travail, j'en ai pas tant que ça, des jours de congé, j'ai pas envie de passer toute cette journée libre à chaque fois avec son partenaire et mon ami. Il y a aussi cette question de la rentabilité qui va rentrer là-dedans. Oui. Et vous posiez la question des nouvelles amies. Cette nouvelle amie, par exemple, et je l'ai cultivée, cette amitié, justement, en l'invitant avec moi ici à prendre des repas, en refaisant une autre activité ensemble et en se téléphonant, en se voyant, enfin, etc., etc. Donc c'est tout à fait possible. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'au milieu de ma vie de célibataire, j'ai eu quand même 13 ans de vie de couple. Et donc ça, c'est important parce que j'ai connu les amis de mon conjoint, il a connu mes amis. J'aurais pu me dire, maintenant que j'ai un mec, mes amis, c'est pas grave. Pas du tout. Ni lui ni moi n'avons abandonné nos amis. Et c'est quand même vachement important parce que nous nous sommes séparés au bout de 13 ans pour un constat de non-bonheur. On s'aimait toujours, on était en larmes tous les deux, mais on s'est séparés parce qu'on n'était pas heureux. C'est des choses qui arrivent. Donc l'importance des amis à ce moment-là est revenue, pour l'un comme pour l'autre. Et moi aussi, mes amis m'ont fait vivre à ce moment-là, parce que ça a été vraiment difficile. C'est douloureux de se séparer. Donc voilà. Donc les amis en situation de rupture, et c'est vrai que c'est des moments qui lient beaucoup. Oui, on s'est vraiment bien serré les coudes. Et ça a beaucoup renforcé notre amitié, je pense. Oui. Mais du coup, tu parlais de tes amitiés à distance, là. Nous, c'est vrai qu'on entretient beaucoup d'amitiés à distance. Oui, j'ai écouté votre podcast. Mais oui, on en a vraiment beaucoup. Moi aussi, j'en ai beaucoup, énormément. Là, tu parlais du fait de leur rendre visite, en particulier. Est-ce que c'est comme ça, surtout, que tu entretiens tes amitiés à distance? Ou est-ce que vous vous appelez, tu leur écris Voilà, il y a tout.
Ok. Alors écrire, non, parce que contrairement à toi, moi je n'aime pas écrire, j'ai horreur de ça, que ce soit sur des lettres ou à l'ordinateur, j'ai horreur de ça. Donc moi c'est le téléphone. Le téléphone. Un énorme... Maintenant que les SMS existent, c'est génial aussi parce qu'on ne dérange pas. Oui, moi je les entretiens beaucoup. Alors les SMS, les téléphones, les visites. Et puis de temps en temps, alors les cartes postales. Moi je suis très adepte des cartes postales. C'est trop bien les cartes postales. Les cartes postales, les vœux d'anniversaire. Je suis très sensible aux vœux d'anniversaire. Donc je me dis que peut-être les autres aussi. Donc j'ai tout un système pour souhaiter les anniversaires. Donc je souhaite les anniversaires. Si j'envoie pas une carte, je téléphone, ou j'écris, ou j'envoie un SMS. Enfin là pour le coup, oui, tous ces moyens-là, je les mets en jeu. Trop chouette. Bah, tu viens de parler de solitude et j'ai une question qui a un lien avec ça. En fait, on parle assez peu des ruptures amicales et surtout à l'âge adulte. Et je me demandais du coup si tu te souviens de ta dernière rupture amicale et si c'est récent et comment tu l'as surmontée. Alors ça, des ruptures amicales. Est-ce que tu en as vécu? Ouais. Ben, je cherche. J'ai eu, alors vous parliez du ghosting, j'ai appris ce terme, d'ailleurs que je ne sais pas, qui m'a beaucoup amusée. J'en ai eu une, mais c'est pas vraiment une rupture amicale, c'est une rupture d'affection de grande à plus petite. J'avais une petite collègue que j'aimais beaucoup, et un jour elle m'a fait une confidence. Bon, je l'ai entendue sur quelqu'un d'autre, hein. Et puis moi qui suis d'une discrétion absolue, ma fourche à languer, j'ai trahi ce secret. Ça lui est revenu aux oreilles. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été victime de ce ghosting. Okay. Cette jeune femme, disparue. Wow. Et en plus, elle est décédée. Donc j'ai ça sur le cœur depuis des années, parce qu'effectivement, je pense que c'est je ne sais pas pourquoi elle ne m'a plus donné signe de vie, surtout qu'elle était malade et que j'aurais aimé l'entourer. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Mais compte tenu du fait que je me suis rappelé cette histoire de trahison, bien malgré moi, je crois que c'est la seule fois où j'ai trahi un secret amical, parce que je suis une tombe. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai trahi. Je m'en suis voulu tout de suite. À peine c'était sorti. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? C'était trop tard. Et bien, je m'en suis pas remise. Ouais. On ne s'en remet pas. Je n'ai plus de peine, mais ça reste, alors là, pour le coup, une épine fichée, à laquelle je fais extrêmement attention pour surtout pas que ça se reproduise. Parfois, on se fait ghoster parce qu'il s'est passé quelque chose, on a blessé quelqu'un. Et ce que je trouve terrible avec ça, c'est qu'en nous ghostant, la personne, elle nous refuse le droit aussi de demander pardon. Et je comprends. Elle n'est pas obligée de nous pardonner, en fait. Je l'entends tout à fait. Mais c'est quand même vraiment une punition très dure que d'empêcher les personnes de pouvoir demander pardon. Je l'entends, mais je comprends que ça laisse et même de savoir. Chose. Je trouve que c'est terrible, parce que je vous explique le pourquoi du comment, mais c'est vu de ma fenêtre. Moi, je ne sais pas du tout quel est le pourquoi du comment vu de la sienne. Oui, c'est que des hypothèses. C'est que des hypothèses. Je trouve ça en effet très difficile, parce que c'est une perspective, la tienne, et on ne se refuse pas à la perspective de l'autre. Au contraire, on la demande, mais c'est eux qui nous la refusent. Une des choses qui nous effraie en vieillissant, je pense pouvoir parler pour énormément de gens, c'est qu'on a de plus en plus de risques de perdre des personnes autour de nous. C'est clair. Que ce soit parce que les amitiés se défont, mais aussi tout simplement la mort. Absolument. Et le deuil des amis, on a l'impression que c'est un sujet qui est assez peu évoqué, en tout cas qui a assez peu de place pour les amis, d'évoquer la peine que le décès leur a provoquée. Est-ce que c'est une question qui t'accompagne parfois ? Oh oui, bien sûr. J'ai perdu récemment, comme je viens de vous le dire, une amie que je connaissais depuis l'âge de 27 ans, donc ça a 53 ans d'amitié. C'est brutal, c'est très brutal et c'est très chagrinant. Il y a plusieurs résonances. Il y a sa propre peine. Je ne changerai plus avec cette personne que j'aime beaucoup, qui était d'une sensibilité extraordinaire. Et bon, c'est ma propre peine. Il y a la peine qu'elle fait à sa famille, qui est très douloureuse aussi, parce qu'en général, on connaît la famille. Mais il y a aussi de belles choses, parce que, par exemple, j'ai été à l'enterrement, bien évidemment, et il y a eu une cérémonie religieuse extraordinaire, extrêmement chaleureuse, priante pour ceux qui ont la foi, beaucoup de monde, et des témoignages bouleversants de ce qu'était mon ami. Les gens l'ont bien perçu. C'est une pente de ta propre vie qui s'écroule, parce que tout est passé à travers le filtre de ce que je suis. Bon.
Donc c'est aussi, mon chagrin passe par moi. Et moi, c'est un pan de ma vie qui s'en va. On s'est connus, nous avions 27 ans, on a fait plein de choses ensemble. Elle n'est plus là pour en témoigner. Les gens qui meurent, tu as des parties de toi qui meurent en même temps. Ça, c'est extrêmement clair. Mais je crois que dans la vieillesse, les choses comptent beaucoup parce que le temps se rétrécit. On a de moins en moins de temps à vivre. Et l'important, c'est de continuer à vivre en même temps le chagrin et la joie. En même temps. C'est une question d'équilibre entre les deux. Et c'est vraiment important parce que le temps qui reste est limité. Il est limité pour tout le monde. Mais plus on avance en âge, plus il est limité. Et plus la mort se fait proche. Donc aussi la mort d'une amie, ça questionne sur ta propre mort, sur ma propre mort. Il y a tout ça qui se mélange. Il y a beaucoup de chagrin. Personne ne peut le consoler, si j'ose dire, que le fait d'avoir d'autres amitiés, donc de ne pas être en manque d'amour. Les autres permettent de cicatriser cette perte d'amour. Donc on cicatrise, mais ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus ces échanges. Il y aura le plus jamais. Et ça, ce plus jamais est insupportable pour tout le monde. Et c'est comme ça. Ça me fait penser à ce que tu nous racontes. Tu as une amie dont un des amis est décédé assez brutalement aussi récemment. Et elle me disait que ce qu'elle trouve difficile, c'est que parfois elle a l'impression que sa peine à elle est moins légitime d'une certaine manière que la peine que la famille de cette amie peut ressentir. Et que donc parfois elle se retient d'en parler ou de se plaindre parce qu'elle pense à ses parents, à ce garçon. Ou... Qu'est-ce que tu lui aurais dit ? Moi, j'étais comme décontenancée un petit peu face à ce qu'elle me disait. C'est effectivement difficile. Répondre à ça, c'est compliqué. Je pense que toute peine est légitime et qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Bon, qu'elle n'en parle pas à la famille, ça me paraît logique, parce qu'effectivement, il y a une certaine légitimité. Il est évident que le mari, les enfants... sont hélas des témoins privilégiés de ce deuil et le vivent en plein impact, le prennent en pleine gueule. Ça va transformer leur vie. Et se plaindre face à ces gens-là serait indécent. Néanmoins, à côté de ça, avec d'autres amis, se plaindre d'avoir perdu une amie, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'amour d'autres amis vont faire cicatriser l'amour de cette amie. Et c'est lui rendre hommage à cette amie. Elle est encore vivante tant que vous êtes là, pour en parler, pour la faire vivre, pour être avec elle. Tant que quelqu'un sur cette terre sera vivant pour témoigner de l'amour de quelqu'un qui est mort, cette personne est vivante. Elle s'éteindra définitivement le jour où il n'y aura plus personne pour témoigner de sa vie. Et ça, c'est très sud-américain. Il y a une fête des morts où justement ce thème est exploité, c'est-à-dire que dans le monde des morts, ils sont vivants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui pense à eux. C'est un très joli film, j'ai oublié, c'est un film d'animation. Tant que quelqu'un sur Terre peut se souvenir de toi, ton souvenir existe à travers eux. Et il était très très beau. Il était très beau ce film. Et moi, je suis intimement convaincue de ça, de cette espèce de vie qu'on donne aux gens qui meurent, en les évoquant, en parlant d'eux, en leur donnant une existence réelle. Ça permet de faire le temps du deuil et de réintégrer la personne à l'intérieur de soi. Je n'ai plus de frères et sœurs, on était très nombreux. Je porte tous mes frères et sœurs en moi. Et j'ai perdu une autre amie très jeune, puisque c'était à 52 ans d'un cancer. Je l'ai aussi beaucoup accompagnée. Et là aussi, elle m'accompagne, cette amie. Je l'ai perdue à 52 ans, j'en ai 80, donc il y a un certain temps. Mais j'y pense toujours. Je ne l'ai pas oubliée. Tu viens de nous parler d'une amie de longue date. Du coup, je me demandais si tu es capable d'identifier ton amitié de plus longue date. Oh, complètement. L'amitié la plus ancienne, et si tu peux nous dire comment tu as fait pour la conserver. Les mystères de la vie. C'est vraiment un mystère, ça, c'est tout à fait vrai. Oui, mon amie depuis longue date, je la connais depuis toujours. C'est-à-dire que nous sommes nés à 4 jours d'intervalle dans le même immeuble. Oh. Elle au 4e étage et moi au 2e étage. Donc je la connais depuis toujours, avec la seule différence que moi je suis la dernière et qu'elle est l'aînée d'une fratrie aussi nombreuse que la mienne, c'est-à-dire 6 ou 7 enfants, ou 8 enfants même. Donc on s'est toujours vus, parce qu'en plus,
Ma mère a beaucoup aidé cette jeune femme, puisqu'elle a vécu ce que cette jeune femme est en train de vivre. Donc elle a beaucoup aidé. Et en plus, cette jeune femme a beaucoup aidé ma mère, parce que comme elle a eu plein d'enfants, ils ont acheté une voiture qui permettait de mettre tout ce monde là-dedans. Et on emmenait la petite Noël en même temps. Grâce à eux, j'ai connu le Pré-Catelan, j'ai connu ce qui est un endroit qui n'existe quasiment plus. Je sortais tous les dimanches avec eux. Bon, donc j'ai connu cette amie depuis toujours. Son prénom est Nicole. Quand j'étais petite, je disais, quand je serai plus grande, j'irai à Nicole. C'était l'école. Bref, j'ai toujours connu cette amie-là. Alors, on n'a pourtant pas été à l'école ensemble. On n'a rien fait ensemble jusqu'à un certain âge. Mais on se voyait tout le temps. Et je connaissais très bien ses parents, tous ses frères et sœurs, etc. Donc, bon, ça s'est fait tout seul pendant notre jeunesse, puisqu'on était au-dessus l'une de l'autre. À un moment, ça s'est compliqué, puisqu'elle a déménagé. Parce que sa famille devenait trop nombreuse, il ne pouvait plus habiter au-dessus de chez moi. Donc, son père a acheté un terrain en dehors de Paris, fait construire une maison pour mettre tout ce monde-là. Donc là, c'est commencé à devenir difficile. Parce que c'était plus loin. J'avais 16 ans à peu près. Et ce qui jouait beaucoup aussi, c'est que ses parents m'aimaient beaucoup. Et moi, j'aimais beaucoup les parents parce que bon, c'était un substitut aussi de figure parentale. Donc c'était vraiment très sympa. Ensuite, à l'âge adulte, ça a été plus difficile parce que Nicole voulait faire des études d'hôtesse de l'air. Elle en a été empêchée avec un accident. Il fallait qu'elle gagne sa vie parce que comme ses parents n'étaient pas riches et qu'il y avait toute cette fratrie, elle a fait des études de secrétaire, elle est devenue secrétaire. Moi, pendant ce temps-là, je faisais mes études d'infirmière. Mais on continuait à se voir, malgré la distance qui n'était pas très grande, mais qui existait. Et alors, ce qui nous a beaucoup frappé, elle et moi, c'est que dans notre vie, nous avons eu des tournants essentiels en même temps, sans se le dire. Des proximités après, très étonnantes. C'est-à-dire que Nicole a donc fait ce secrétariat, et puis à l'âge adulte, je ne sais plus quel âge, elle a fait des études d'infirmière. Parce que le secrétariat ne lui plaisait pas. Mais donc elle ne les a pas fait en même temps que toi? Pas du tout, ni au même endroit. Mais c'est amusant. Oui, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Nicole voulait absolument se marier, elle a fait ce qu'il fallait pour, elle s'est mariée. Et moi, j'ai rencontré mon conjoint au même moment. C'est rigolo. Mais... Ensuite, elle est partie en Afrique. Je suis partie en Afrique au même moment, sans le dire, sans qu'on se concerte. Alors là où ça a été plus difficile d'entretenir l'amitié, c'est quand elle s'est mariée. Parce que là, elle est partie en banlieue lointaine. Et puis, quand on travaille, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on travaille dur. Et ce qui a aussi compliqué les choses quand on a été à la retraite, c'est que pour aller la voir, moi, c'est pire que d'aller à Lyon. Il me faut 2h30 de trajet en banlieue parisienne. Et en plus, elle et moi, nous sommes des personnes qui avons, malgré tout, un calepin très rempli, parce qu'on a du temps, mais notre capacité de réaction se ralentit énormément avec le temps. Donc on prend de plus en plus de temps pour faire les choses. Ce que je pouvais faire quand j'étais jeune, avoir 4, 5, 6 rendez-vous ou choses dans la journée, je ne peux plus le faire avec l'âge. Donc si tu veux, c'était compliqué pour moi d'aller la voir. Mais on a quand même entretenu cette amitié, parce que de temps en temps, j'ai fait ce trajet absolument impossible. Et elle venait à Paris visiter des expos, faire des trucs. Donc à ce moment-là, on se rencontrait. Donc on a entretenu notre amitié pendant nos 20 ans de retraite. En plus, elle a perdu des frères et sœurs, donc je suis allée aux enterrements. Parce que moi, je connais très bien sa famille, mais elle ne connaît pas forcément la mienne, puisqu'ils sont très âgés, et que je venais beaucoup plus chez eux qu'elle chez moi. Ah oui. Alors elle connaît de nom, mais elle ne connaît pas intimement mes frères et sœurs. Il y a eu le fait qu'en plus, elle a eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de santé, on se les a dit au téléphone, le mari a des problèmes de santé. Bref, on a 80 ans toutes les deux, puisqu'on a 4 jours de différence, et on est toujours amis. On se voit extrêmement rarement. Et c'est une certitude. Nicole, c'est ma jumelle. Mais est-ce que tu crois justement que le fait que vous ayez vécu des tournants similaires, que vous ayez eu quand même des éléments de la vie qui sont quand même très importants, qui prennent de la place et qui ont été si similaires l'un à l'autre, est-ce que tu crois que ça a contribué? Est-ce que cette amitié, elle perdure? Parce que ça veut dire que ça vous a permis aussi de vous comprendre mutuellement beaucoup plus facilement. Je pense, parce qu'en plus, quand elle a été en Afrique, j'y étais aussi, on s'est vus. Mais c'est ça, là, à ce moment-là, c'est aussi un partage d'une expérience incroyable qui permet de... Voilà, sauf qu'on est partis dans des conditions complètement différentes. Elle est partie de façon généreuse dans une ONG, et moi, je suis partie en choisissant une famille où je m'occupais d'un enfant.
Moi, j'ai pas choisi l'Afrique. Elle voulait aller en Afrique. La famille qui m'a acceptée comme nounou, aller en Afrique. Ils auraient été au Pakistan, j'aurais été au Pakistan. Bon, mais c'est quand même drôle, parce qu'on était en plus dans des pays voisins. La personne chez qui j'étais m'a donné des vacances. Je suis allée retrouver Nicole là où elle était. On a passé une semaine ensemble. On a visité son pays, qui était à l'époque le Dahomey, qui est maintenant le Bénin. C'est quand même incroyable. Donc oui, ça a certainement renforcé cette amitié, certainement. Ça, c'est vraiment un hasard de la vie. Oui, quoi. tout à fait. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Ah non, ça, c'est vraiment étonnant. Du coup, tu as évoqué le fait que vous parliez au téléphone, vous parlez encore au téléphone. Comment est-ce que vous avez pris soin de cette amitié pendant toutes ces années ? Parce que donc il y a eu tous ces événements majeurs, et puis il y a aussi le quotidien. Comment est-ce que vous en avez pris soin ? Est-ce que c'était par des coups de fil réguliers, ou est-ce que c'était un soin particulier pour vraiment prendre le temps d'être 100% là quand vous vous voyez, quand elle venait à Paris ou quand toi tu allais la voir ? C'est difficile à dire, parce que cette amie-là en particulier, c'est très spécial, parce qu'elle a un statut. Vous avez enregistré un podcast où vous dites qu'on qualifie ces genres d'amitié comme sororale, comme si le fait d'être sœur était plus important que le fait d'être amie. Ah oui. Bon, c'est pas forcément vrai, et c'est en même temps vrai, parce que pour moi, Nicole, c'est ma sœur, c'est ma jumelle. Ça s'est entretenu tout seul, l'une et l'autre, comme ça, voilà. Et vraiment, je dis toujours que c'est ma sœur de lait. Oui, on a pris soin l'une de l'autre en prenant des nouvelles quand on savait que ça n'allait pas, enfin... Oui, on a entretenu le lien, et naturellement. Alors, à ce propos-là, d'ailleurs, c'est important la question que tu poses, parce que la première amie que j'ai perdue quand j'avais 52 ans, moi j'étais célibataire, et je partais du principe, elle était mariée avec des enfants, qu'il est plus normal qu'une famille invite une célibataire que l'inverse. Et je ne me rendais absolument pas compte que je ne lui rendais pas ce qu'elle attendait. Et un jour, cette amie m'a téléphoné en me disant « Écoute, voilà, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je t'appelle. Parce que j'appelle tout le temps et jamais tu ne m'appelles. Donc, tu choisis. Maintenant, la balle est dans ton camp. » Oh, la Noël de l'autre côté, je vais mieux vous dire qu'elle a ouvert des yeux comme ça. Et elle a fait un examen de conscience. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. C'est dur. Et elle s'est rendue compte que c'était vrai. Donc elle s'est ruée sur son téléphone, elle a mis des pense-bêtes partout, elle a dit « il faut surtout pas que j'oublie Florence, il faut surtout pas que j'oublie Florence ». Et bon, ça m'a servi de leçon. C'est vrai que moi j'ai pas d'enfant, j'aurai pas d'enfant, et j'ai parfois peur de prendre trop de temps à mes amis qui ont des enfants. Parfois je me dis, je sais que leur journée elle est plus compliquée, elles ont plus de contraintes en fait dans leur journée. Donc peut-être que c'est mieux que j'attende qu'elle vienne à moi plutôt que je la relance et qu'elle culpabilise parce qu'elle va mettre du temps peut-être à me répondre. Je me pose parfois cette question de l'équilibre que je dois trouver pour montrer à mon amie que elle compte pour moi et que voilà, que je tiens à elle exactement, mais en même temps ne pas trop m'imposer dans sa vie non plus. Et c'est vrai que quand on est célibataire et ou quand on n'a pas d'enfant en fait, je pense que c'est pas toujours évident de se placer vis-à-vis des personnes qui ont une vie qui nous paraît plus remplie de contraintes en fait que la nôtre. C'est très juste, mais il y a une chose que la vie m'a apprise aussi et que j'espère que vous apprendrez, c'est qu'on peut toujours tout dire. Mais il faut choisir son moment, il faut choisir ses mots, il faut choisir tout le contexte dans lequel on va dire la chose. C'est vraiment extrêmement important de parler et de s'exprimer. Et dans ce que tu dis, parle-en à ton ami. C'est vrai. Tu lui dis, voilà, ce que tu viens de me dire, et avec des mots choisis pour pas qu'elle se sente coupable ou quoi que ce soit. Et du coup, la balle sera dans son camp, en plus. Et elle sera attentive à ce que tu viens de dire. Et il y a une autre amie qui m'a aussi servi beaucoup de leçons. Et un jour, je l'appelle, et je n'avais pas eu de nouvelles depuis 107 ans, et je l'engueule. Je lui dis, t'es gonflé quand même, j'ai pas de nouvelles. Réponse, si tu m'appelles pour m'engueuler, c'est pas la peine de m'appeler. Je claque. J'imaginais la tête de Noël de l'autre côté, exactement comme tout à l'heure. Oh, mais elle a raison. Donc j'ai téléphoné pour m'excuser, et bon, l'affaire est reprise. Bon, elle n'avait pas eu l'arrêt de la manière, hein, mais elle aurait pu me dire la même chose, parce que c'était juste, mais différemment. Ce qui est important, deux choses sont très importantes. La première, c'est qu'on peut tout dire. Et la deuxième, quand quelqu'un te fait une réflexion et te touche, c'est que c'est vrai.
Si ça touche pas, c'est qu'elle s'est gourée. T'en as rien à foutre qu'on te soupçonne d'être égoïste, farouchement égoïste, si tu sais que tu l'es pas. Ça passe. Si on te dit quelque chose, tu sais que c'est vrai, alors là, si ça te blesse, c'est que c'est vrai. Et ce que pensent les autres, c'est toujours une réalité. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien, mais c'est sa réalité. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu à un moment un poste de responsabilité et on a embauché pour moi une secrétaire. Puis un jour, ça faisait partie d'un groupe, un des membres du groupe est venu me voir et me dit « Mais tu sais, appelant la Martine, tu lui fais une vie impossible, tu la terrorises. » Mais moi, je suis restée comme stupéfaite. Comment moi, toute gentille, toute mignonne et tout, je peux... Alors là, j'étais suffoquée, furieuse, et j'ai réfléchi. Je me dis, moi, je ne me perçois pas comme ça. Mais si cette personne me perçoit comme ça, c'est sa réalité. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Ce n'est pas possible de continuer à être comme ça. Je me suis prise en main et je suis allée avoir un dialogue avec cette personne en m'excusant platement. Et la perception des autres, c'est toujours une réalité. Alors, ce n'est pas forcément la réalité, parce que je ne suis pas que ça, mais je suis aussi ça. Oui, ça revient à ce que tu disais sur le diamant, les différentes facettes. Et c'est vrai que la manière dont on nous perçoit, ça nous dit quelque chose de nous, même si ce n'est pas une chose dans laquelle nous, on se reconnaît. Bah, a priori, c'est qu'à un moment donné, on a dû donner cette impression-là. Exactement. C'est vrai. Et je me demandais, est-ce que, d'après toi, il y a des obstacles qu'une amitié ne peut pas dépasser? Oui, je pense la trahison. La trahison est impardonnable. Je pense que si, de façon consciente, volontaire, quelqu'un trahit une amitié, c'est pas possible ça. Il faut qu'elle s'arrête. De mon point de vue, en tout cas. Moi, je ne supporterais pas une trahison. Tu veux dire une trahison qui a été réfléchie, volontaire, pas un accident? Non, parce qu'on peut parfois se sentir trahi par un accident, par quelque chose d'involontaire. Absolument. Mais ça peut s'expliquer bien aussi. Sûr, hein. ouais. À ce moment-là, si la personne est de bonne foi, entre guillemets, et ne te ghoste pas, on va s'expliquer, la blessure sera là, mais on va en parler, et tu peux comprendre éventuellement que ton ami a fait ce que j'ai fait, quelque chose qui a été plus... Sa bouche a été plus vite que son cerveau, et bon. Mais si c'est volontaire, elle n'acceptera pas l'entretien. Donc, tu sauras que c'est volontaire. Et là, moi, je ne supporte pas une amie qui me trahit, ça, c'est pas possible. Ou quelqu'un qui te voit par intérêt. J'en ai eu c'est une forme de trahison. C'est une forme de trahison. J'en ai eu une comme ça. Alors, c'était pas vraiment une amie, mais c'était une proche camarade, sur le plan de devenir une amie. Son entourage me disait, fais attention, parce que ma Chine, elle t'exploite. Fais attention. Elle ne te voit que parce que tu peux la loger à Paris, alors qu'elle a besoin de venir à Paris et qu'elle a envie de venir à Paris. Tu les as entendus, ces avertissements? On en parlait hier soir de ça. On parlait justement de ce qu'on est capable d'entendre quand on a le nez dans une relation qui n'est pas tip-top, quoi. Voilà. Et qu'on n'entend pas. Et la discussion qu'on avait hier soir, c'était en tant que personne qui est autour, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Parce que si tu dis, bah écoute, je pense que cette personne, elle essaie de tirer profit de toi, et que la personne à qui tu adresses ce message se braque complètement et refuse le dialogue, il y a un risque de petite rupture dans votre dialogue. Ah oui, d'accord. Mais c'est dur, quand on a le nez dedans, d'entendre d'autres perspectives dont on peut avoir l'impression qu'ils nient nous ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Alors, je n'ai pas entendu, on va dire. Je n'ai pas entendu. Donc, je n'ai pas respecté, mais enfin, je n'ai pas entendu. Mais ça s'est révélé parfaitement exact. Quand elle a trouvé à Lyon son bonheur, là, j'ai été ghostée. Plus de nouvelles, plus rien. C'était pas vraiment une tendre amie. Donc, bon, ça n'a pas eu une conséquence affective majeure, mais oui, absolument. Ça non plus, oui, c'est pas confortable, on s'embête dans ces moments-là. Ah bah oui, c'est pas agréable. Non, ça, c'est pas une amitié, ça, en plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était pas une amitié. C'est que je devais sentir en plus quelque chose parce que je n'avais pas la même confiance vis-à-vis de cette personne que j'ai vis-à-vis d'autres amis. Oui, il y avait des freins. Oui, il y avait des freins. Tout à l'heure, tu as parlé de Nicole et de tous les grands événements de la vie. Nous, à notre âge, à nous, donc une bonne trentaine, il y a beaucoup de personnes qui traversent des grands événements, qui sont beaucoup des attentes de la société, donc le couple, le mariage, les enfants. Il y a déjà aussi d'autres événements peut-être un petit peu moins réjouissants, de type divorce et déménagement. Et ce sont vraiment des événements qui peuvent chambouler tout le paysage amical, notamment justement sur des questions géographiques ou de disponibilité. Nous, on se demandait comment est-ce que tes amis et toi, vous avez navigué vos amitiés avec ces différents événements dans la vie des unes et des autres,
Que ce soit parce qu'ils n'ont pas eu lieu en même temps, parce qu'ils n'ont pas eu lieu dans la vie de certaines et lieu dans la vie d'autres. Comment est-ce que ça vous a impacté et comment est-ce que vous avez réussi à composer avec ces impacts? Moi, j'ai un très bon exemple là-dessus. J'ai, on va dire, 3 amis vraiment essentiels. La personne qui a remplacé Nicole au 4e étage, qui est devenue une amie que j'ai connue à l'âge de 16 ans. Une autre amie qui habite Lyon encore, que j'ai connue plus tard, à l'âge de 27 ans. Et puis une autre amie qui est donc Nicole. Bon. Donc cette amie-là que j'ai connue à 27 ans, on s'est connus dans un voyage lointain ensemble, un voyage de groupe en Inde. Et dans le groupe, il y avait un mec. Et c'était l'homme de sa vie. Je n'avais pas à cette époque-là une passion pour son conjoint. Et je lui avais dit, si tu l'épouses, c'est lui ou moi. Si tu l'épouses, moi c'est terminé, je ne te verrai plus. Ce qu'il ne faut jamais faire. Hein, oui, évidemment. un ultimatum. Parce qu'elle a choisi son mari, ce qui est évident. Et moi, je n'ai pas tenu ma parole. Et ce qui est évident aussi, je suis restée amie avec eux. Et j'ai composé avec le mari, qui du coup, je l'ai apprivoisé. On s'entend bien maintenant. Donc ça n'a rien cassé entre vous, cette ultimatum ? Non. Et c'est resté une très bonne amie. On se voit toujours. Hein. Toujours est-il que je crois qu'une vraie amitié peut, à condition de parler aussi, hein, parce qu'effectivement, quand elle a épousé ce monsieur, je lui ai dit, bah, évidemment qu'on continuera à se voir, parce que ça ne tient pas debout ce que je te dis, enfin, etc. Et une véritable amitié traverse tout. Si on prend la peine d'écouter et d'être là. Des deux côtés, hein. Je crois que c'est ça l'essentiel, être là. Je reviens souvent avec cette anecdote, ça m'a un peu traumatisée. Un jour, il y a une dame dont je gardais la petite fille qui m'a dit qu'elle a eu des enfants pas en même temps que ses amis. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, là, t'arrives à un âge où tes amis vont avoir des enfants, tu vas un peu les perdre, mais de toute façon, tu les retrouveras d'ici 10-12 ans. Je veux pas avoir une pause de 10 ans avec mes amis. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette option qu'on me propose ? Alors ça, c'est important aussi parce qu'il faut parler à ce niveau-là. Ouais. Parce que mon amie, dont je viens de vous parler là, elle a eu des enfants. Et elle ne me parlait jamais des enfants et de son mari. Je lui disais, mais comment veux-tu que je reste liée avec toi si tu ne me parles pas de ta vie ? Elle me dit, mais je ne peux pas t'en parler. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfants. Tu vas souffrir, je vais te faire du mal, etc. Je lui dis, mais d'abord, c'est faux. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est toi dans notre amitié. Et si tu es heureuse d'avoir des enfants, mais moi je suis heureuse, parle-moi, fais-moi vivre ta vie. Ok, nos vies sont très différentes, d'accord ? Moi j'aimerais savoir, un peu comme avant, c'est quoi, quelles sont les pensées qui t'animent, les réflexions que tu as, c'est quoi tes challenges au quotidien, même s'ils sont différents des miens. Si tu me partages rien parce que tu te dis que ça va m'embêter de me parler de tes enfants, qu'est-ce qu'on partage finalement ? Voilà. Il y a un juste milieu entre ne parler uniquement des enfants et pas de parler de qu'est-ce que ça provoque chez nous. Je veux dire, on peut parler de ses enfants en disant, bah voilà, ça m'a apporté beaucoup de joie, là je me fais peut-être un petit peu plus de soucis, donc on partage toujours à propos de ses enfants, mais aussi à propos de soi, et très certainement des choses que nos amis ont envie d'entendre pour pouvoir nous épauler, pour pouvoir continuer d'apprendre à nous connaître. On a quand même envie d'entendre tout ça. C'est très juste ce que tu dis. Dans une réunion de femmes avec des enfants qui ne font que parler pendant 3 heures des couches, des courses, des trucs, ça c'est saoulant, c'est insupportable. Non, ça, effectivement, ça va pas. Mais c'est pas ce qui se passe avec une amie qui te parle de ses soucis familiaux. Est-ce que ça a pu être parfois source de frustration de ne pas pouvoir profiter plus de tes amis parce qu'elles étaient trop occupées, entre guillemets, pendant cette période-là, principalement, puisqu'après tu expliquais que vous vous êtes plutôt retrouvés à la retraite, mais donc c'est un petit peu la pause dont toi, Céline, tu parlais tout à l'heure, donc tu les retrouveras, enfin tu vas peut-être devoir te contenter de beaucoup moins. J'ai jamais réfléchi à ça, et je me dis que probablement j'étais trop auto-centrée pour ressentir cette gêne, parce que je ne l'ai pas ressentie. Pour moi, mes amis, ils avaient un mari et des enfants, c'était leur problème. Et moi, j'avais ma liberté, une belle situation, et ça, c'était mon choix, et j'en profitais, je voyageais. Et j'ai été heureuse. Donc, si tu veux, je trouvais ça normal. Chacun avait une vie différente, voilà. Et je n'étais ni frustrée, ni gênée. Nous avons entretenu nos amitiés pendant ce temps-là avec ce dont on a parlé tout à l'heure,
Mais j'ai jamais réfléchi à ça vraiment parce que ça m'a pas Ça t'a pas frappé ça le m'a moment pas venu. frappé. Non, ça m'a pas impacté. Mais je suis un peu spéciale, hein. Il faut quand même le reconnaître. On l'est tous. On les touche, mais On l'est c'est, tous. je trouve que ça fait aussi plaisir d'entendre ça. C'est pas une fatalité en fait, de se dire moi j'ai un parcours de vie très différent de celui de mes amies. Mes amies, elles se concentrent sur fonder une famille, développer tout un pan de leur vie où moi je fais ou pas ou un tout petit peu partie, mais mes possibilités à moi, c'est pas être frustrée et attendre. Ah non, sûrement pas. Tu Voilà. vois, tu Non, peux non. faire énormément de choses. bien sûr. On peut aussi, chercher à se faire des amis qui ont des modes de vie plus similaires aux nôtres. Si on n'a pas envie, par exemple, de voyager seul, il y a plein de possibilités. Donc Et ça, c'est un des trucs pour être heureux. C'est-à-dire profiter de tout ce que l'on a au lieu de passer son temps à regretter ce qu'on n'a pas. Et ça, quand on est vieux, c'est vachement important. Parce que moi, maintenant, mon autonomie régresse. Hein. Je ne peux plus voyager, par exemple, parce que j'ai peur. J'ai peur de tomber malade à l'autre bout du monde et de ne plus pouvoir rentrer. Donc. Mais il reste toujours quelque chose. Et ça, c'est formidable. Moi, je peux encore profiter de plein de choses. Je suis très gourmande. Personne ne m'empêche de manger des bonnes choses. J'ai toutes mes amies. Personne ne m'empêche de profiter, de vivre avec mes amis. Si quelqu'un comme moi n'est pas heureux, personne ne l'est. Mais c'est aussi un choix. J'ai décidé à 30 ans que quoi qu'il arrive, je serai heureuse. Et ça a été le cas. C'est un choix d'être heureux. De prendre conscience de ce qu'on a aussi. Dans des pays comme les nôtres où on est très favorisé, parce que c'est pas vrai quand tu es au fin fond de l'Éthiopie à crever de faim. Tu choisis pas d'être heureux. Oui, c'est ça, c'est qu'on a quand même des privilèges, il faut en évidemment. prendre conscience Voilà. et nourrir notre bonheur de cette conscience. Exactement. Un thème dont nous on parle beaucoup, qu'on a assez bien identifié, c'est la pression sociale. Comment est-ce que la pression sociale se manifeste au sein de nos amitiés? On se demandait si la pression sociale a impacté tes amitiés, et si oui, comment? Alors moi, dans pression sociale, parce que je l'ai écouté, votre podcast, celui-là aussi, je voyais les différences de milieu. Je ne voyais pas du tout... voilà. Alors, la différence de milieu, elle existe. Hein, ça, on peut pas le nier. À mes yeux, ça n'empêche pas grand-chose. Ça n'empêche pas une amitié, elle sera différente. Il est évident que l'amitié qui se va avec quelqu'un qui est d'un milieu différent, soit très huppé, soit moins huppé, les codes ne seront pas les mêmes et ça va impacter cette amitié. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas l'amitié ni l'affection. Maintenant, la pression sociale, c'est quelque chose auquel je n'avais absolument pas réfléchi ni pensé. Et je ne peux pas dire que je m'en sois rendu compte parce que la pression sociale, elle a agi sur moi. Hein. Moi, célibataire, j'en ai vu des couleuvres. Hein. Ça, c'est certain. J'en ai avalé. J'en ai avalé, entre autres, à votre âge. Parce que quand j'avais des bandes d'amis, ils étaient tous maqués, hein, et moi pas. Et j'étais le danger avec un grand D. Parce que j'étais pas trop moche, pas trop bête. Et que j'étais la maîtresse possible de ces messieurs. Et très vite, j'ai plus été invitée. Parce que... Pour des histoires de rivalité, en fait. Oui, alors. absolument. Parce que les rivalités, c'est un sujet qui revient tellement souvent quand on dépeint des amitiés féminines, notamment dans les médias, dans les séries, les films, les livres même. Il y a ce cliché des femmes qui sont toutes rivales. Et c'est pas que un cliché, parce qu'évidemment, à force qu'on soit nourri par ces histoires-là, évidemment que ça crée de véritables rivalités. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai senti dans une bande, tu vois. Donc avec des amitiés qui ne sont pas aussi profondes que des amitiés duelles. Donc ça, finalement, c'est triste quand tu les as plus, parce que c'était quand même agréable, mais c'est pas tragique. J'ai jamais eu de rivalité, par exemple, avec mes amis. Jamais une amie ne m'a fait sentir, par exemple, qu'elle aurait peur que je courtise son mari. Et jamais, en plus, ça me serait venu à l'idée de trahir une amie à ce niveau-là. Ça, alors là, ça c'est rédhibitoire. Hein. Vous avez vu 3 amis, le film ? Non, pas encore. Allez-y, c'est en plein dans votre sujet. Alors la pression sociale en dehors de ça, non. Ça m'a pas effleuré, entre guillemets. Voilà. Donc ça n'a pas été pour moi un sujet. On parlait du coup des bandes d'amis et de comment parfois il y en a qui peuvent finalement finir par se mettre en couple, voire se marier. Que t'ont apporté tes amitiés que tes relations romantiques ne t'ont pas apporté? Ce que ça m'a apporté l'équilibre.
Au moment où mon conjoint et moi nous nous sommes quittés, je suis tombée dans l'abîme. Ça a vraiment été dramatique. Et mes amis m'ont tenue à la force de leur poignet. Je téléphonais à la personne qui vient de décéder, qui habitait Paris à l'époque. Je disais, Solange, ça va pas du tout, est-ce que je peux venir? Oui, bien sûr, ah, viens. Je venais, je passais 2 jours avec eux, parce que c'est le moment où je me serais jetée par la fenêtre. Donc je ne me suis pas jetée par la fenêtre grâce à eux. Avoir les amitiés dans ta vie, c'est une base qui est plus immuable en fait que des relations romantiques. Savoir que tu as ce socle-là. Pour moi, complètement. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas mariée, parce que je les ai décodées après, c'est que premièrement, je suis totalement éprise de perfection. Aucun homme n'est parfait. Et tes amies, t'attends pas qu'elles soient parfaites? Non. C'est marrant ça quand même. Je vis pas avec elles. Ouais, c'est vrai, bah oui. Deuxièmement, je suis totalement éprise de liberté. Impossible dans un couple. Il y a forcément des compromis. Des contraintes, des compromis. Moi, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. On ne peut pas vivre une vie qu'on ne peut pas vivre. Ça sert à rien. Bon. Donc moi, mes amis ont été, quand je dis vital, c'est vrai. C'est le socle de ma vie. C'est mes amis qui m'ont fait vivre. Grâce à eux, je suis vivante. Et plus que vivante. Je mène une vie merveilleuse, je suis super privilégiée, je suis hyper heureuse. J'ai une chance inouïe. Du coup, t'as pas connu de période de solitude amicale? Non. Jamais, à aucun Non. moment de ta vie? Non. Ouais. J'ai connu beaucoup de moments de solitude tout court, parce que tout le monde en connaît, mais je ne suis pas isolée. C'est pas du tout la même chose. Oui, parfois on se sent seul aussi. Et... On se sent toujours seul. Ouais. On est seul, du verbe naître, on meurt seul. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la condition humaine. Mais le fait de savoir qu'on est entouré, ça aide. C'est des béquilles. Ce sont des béquilles. Moi, je vis avec une canne, maintenant. Les amis, ce sont des cannes. C'est les cannes de la vie. Oui, non, mais absolument. Moi, ça me fait vivre, les amis. J'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve ou un petit peu candide, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut se faire des amis toute sa vie? Absolument. Alors ça, je peux te le dire, vraiment, la preuve. Je viens de me faire une amie il y a 3 ans, j'ai 80 ans, ça fait 77 ans, c'est quand même pas mal. Oui, je pense qu'on peut se faire des amis toute la vie. Vraiment. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile? Est-ce que ça demande plus d'efforts à certains moments? J'ai eu une grosse période catastrophique mentalement, je fais une dépression de 10 ans. Mais à part ce genre de choses, je pense pas que... Alors, pour vous qui êtes en couple, je pense qu'à un moment de rupture, par exemple, c'est pas le meilleur moment pour se faire des amis. C'est un moment pour creuser les amis que l'on a. Si, sans ça, non, je pense pas qu'il y ait de meilleur moment. Ça vous tombe dessus aussi, l'amitié. Oui. Un peu comme l'amour. C'est-à-dire que c'est des occasions qui font que vous vous sentez bien avec quelqu'un ou que vous vous tissez des liens avec quelqu'un. L'ami que je viens de me faire, j'aurais jamais imaginé que je m'en ferais une amie. Parce que la première fois que je l'ai vue, je l'ai vraiment regardé de haut. Oui, je pense vraiment à tout âge. Il y a des moments perturbés dans la vie. C'est pas forcément le moment où il faut choisir pour se faire des amis. Encore que. On les fait dans la stabilité. Je trouve et que c'est plus facile. On les retrouve dans les moments difficiles. Voilà, exact. La dernière question. La dernière question pour la fin, ce serait de savoir que t'ont appris tes années d'expérience, d'amitié, et si tu pouvais donner un conseil en amitié, qu'est-ce que ce serait? Ça c'est difficile. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'essentiel, oui, c'est de les cultiver. Pour qu'il y ait une éventuelle dormance. On ne sait ni pourquoi, ni quand, ni comment, parce que dans la vie, dans la nature, il y a des dormances. L'hiver, ça existe, le sol se régénère. Si on cultive les dormances, c'est normal. Il y aura la floraison au printemps. Donc je crois que c'est ça l'essentiel, les cultiver. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, la confiance. Vraiment, la confiance dans ses amis. Il ne peut pas y avoir, je pense, d'amitié sans confiance. Et puis l'amour, toujours pareil, parce que ça, c'est l'engrais naturel que l'on met tout le temps, quoi. Maintenant, comment apporter mes amitiés? Je vous l'ai dit au départ, c'est ma vie. Ouais. Elles m'ont fait vivre. C'est grâce à elles que j'ai 80 ans. Je pense qu'aucune de mes sœurs n'a vécu ce cap à cause d'une certaine solitude, alors qu'elles étaient mariées. Parce que moi, je suis très entourée. Je ne passe pas une journée sans parler ou voir quelqu'un. Et j'ai un chat. C'est très important, un animal. C'est une forme d'amitié. Mais c'est une grande amitié, un grand amour.
Un animal domestique, c'est une merveille. Alors je choque beaucoup les gens en disant que dans ma vie, je ne regrette ni le fait d'être célibataire, ni le fait de ne pas avoir d'enfants. Je regrette de ne pas avoir plus eu de contact animalier. Oh, Ça, je regrette beaucoup, parce que j'adore la nature, les animaux. Et ça, c'est peut-être le seul regret que j'aurais. Mais encore, j'ai la chance d'avoir un chat. Et ce chat aussi participe beaucoup à mon L'équilibre. entretien physique, moral, mon équilibre, absolument. Il m'apporte énormément. je pense que c'est la meilleure des conclusions. Je pense aussi. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.